Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 10 mars 2026. Tout de suite, les grands titres. Environ 200 Imbonerakure ayant fui les combats à l'est de la RDC vivent en cachette depuis près d'un mois, craignant pour leur sécurité. Le contenu de leur témoignage, c'est au début de ce journal. Et puis le président d'Aïchimiye trouve que la femme joue un grand rôle dans les problèmes qui peuvent survenir dans un foyer. Ces propos prononcés par le numéro 1 burundais lors de la célébration de la journée internationale de la femme sont critiqués par des femmes qui les jugent inappropriés à une autorité de son rang. Et enfin, nous allons vous parler des lamentations de certains parents rapatriés en provenance de la Tanzanie qui sollicitent de l'aide concernant leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, sécurité pour commencer. Environ 200 Imbonerakure vivent en cachette depuis près d'un mois, craignant pour leur sécurité. Ayant fui les combats entre Kinshasa et le mouvement rebelle M23, ces derniers font objet d'une chasse à l'homme après s'être échappés des camps dans lesquels ils avaient été regroupés dès leur retour de la RDC. Josiane Mouzaneza s'est entretenue avec certains de ces jeunes affiliés au parti au pouvoir. Elle nous parle de leur calvaire. Cela fait 3 semaines que je me suis enfui de ce camp. Ce témoignage nous vient d'un Imbonerakure fraîchement rentré de la République démocratique du Congo. Selon lui, ils ont été recrutés dans toutes les communes du pays et ont reçu une formation accélérée avant d'être envoyés sur le champ de bataille, un front qui les a marqués à vie. Ici, il relate d'abord comment ils se sont retrouvés au Burundi. On était tellement fatigués car on a escaladé beaucoup de montagnes pour fuir les combats entre l'armée burundaise et le M23. On s'est battu à Gatogota, Bwegera, Ruvunga, Sange, mais on a fini par se mêler à la population civile pour fuir. Arrivés sur le mont Dava, on a été accueillis par des Burundais qui nous ont amenés dans un camp. Combattre le M23 jusqu'à l'éradiquer, telle était la mission confiée à ces Imbonerakure avant de partir pour le Congo. Et une fois le travail achevé, des récompenses des deux côtés leur avaient été promis, mais malheureusement, ces promesses sont restées vaines, car même leur paquet retour a été détourné par certains cadres de l'armée, comme en témoigne cet autre milicien. On nous a dit qu'après la guerre, on allait intégrer l'armée régulière congolaise et recevoir d'autres honneurs. Mais on s'est rendu compte qu'on a perdu notre temps. Nous n'y avons tiré aucun avantage. Une fois au camp d'Ondava, on nous a remis une enveloppe de 100 000 francs burundais au lieu du million prévu. Et le reste de l'argent, on a appris qu'il a fini dans les poches d'un colonel. Pire encore, ces Imbonerakure disent regretter d'avoir fait confiance à la FDNB et la FARDC, des armées qui, une fois acculées, les ont laissés à leur sort, les laissant en débandade au lieu de les aider à se replier, raison pour laquelle ils jurent ne plus retourner servir de bouclier humain. On nous a postés dans des zones très montagneuses alors qu'on n'était pas habitué à ce genre de relief. Nos pieds nous faisaient trop mal. On s'est alors rendu compte qu'on n'était que des marionnettes. À voir comment opère le M23, on voit bien qu'ils sont forts et très outillés. Les drones nous débusquaient dans nos tranchées à telle enseigne qu'on se demandait quel péché on avait commis pour subir ça. C'est pour cela qu'on a pris la décision de ne plus retourner là-bas. Et aujourd'hui, on vit en cachette. La raison de cette cavale est le renforcement des capacités et techniques militaires en cours, dispensées à cette milice en vue de la renvoyer sur terrain en RDC. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures.
En page justice, la législation italienne autorise la justice de ce pays à ouvrir une enquête sur tout homicide commis contre l'un de ses ressortissants, quel que soit le lieu du crime. Ainsi, le dossier relatif à l'assassinat de 3 religieuses italiennes tuées à Bujumbura a été rouvert depuis plus d'1 an dans la ville de Parme, en Italie. Au Burundi, cette affaire est en instruction depuis 2014. Cependant, malgré les nombreux noms cités, dont celui du général Ndirakobucha, actuel président du Sénat burundais, une seule personne demeure détenue jusqu'à présent. Il s'agit d'un jeune homme souffrant de troubles mentaux. Inès Kakiza nous en dit plus. Le droit pénal italien précise clairement que l'Italie dispose du droit de poursuivre toute affaire de meurtre commise sur un ressortissant italien, quel que soit le lieu où le crime a été perpétré dans le monde. La justice italienne peut donc ouvrir une procédure judiciaire dès lors que l'auteur présumé est sur le territoire italien ou encore s'il peut être extradé pour comparaître devant les juridictions italiennes. Le dossier relatif à l'assassinat des religieuses Olga Lacchetti, Lucia Pulici et Bernadette Boghian a été ouvert en 2024 à Parme, un dossier connu du public avec la récente arrestation de Guillaume Harushimana, résidant depuis quelques années en Italie. Les professionnels du droit expliquent que si le Burundi et l'Italie sont liés par un accord d'extradition ou de coopération judiciaire, Gitega peut solliciter la remise de Guillaume Harushimana afin qu'il soit jugé sur son territoire. À défaut d'un tel accord, le Burundi peut toujours adresser une demande officielle à l'Italie pour que le suspect soit transféré à ses autorités judiciaires. Cependant, Rome conserve la prérogative de refuser la demande de Gitega et de le juger sous son propre sol si elle estime que la justice burundaise n'offre pas de garanties suffisantes. Au Burundi, le dossier est ouvert depuis septembre 2014. Christian Claude Butoyi, atteint de troubles mentaux, a été arrêté le 9 septembre 2014, 2 jours seulement après le meurtre des 3 missionnaires italiennes. Outre Butoyi, toujours détenu et poursuivi pour ce crime, un agent du service national des renseignements, Juvan Douimana, qui avait reconnu dans un témoignage accordé à la radio RPA avoir pris part à l'assassinat d'Olga, Lucia et Bernadette, a été aussi emprisonné. Rapatrié de Somalie au début d'avril 2015, où il avait été affecté après le triple assassinat, Douimana avait été incarcéré avant d'être retiré de la prison d'Omimba pour être exécuté, affirment plusieurs sources. Juvan Douimana, tout comme un policier connu sous le nom d'Omngarawu, avait témoigné à la RPA, reconnaissant leur implication directe dans le meurtre des 3 religieuses italiennes. Parmi les personnes qu'ils ont citées comme étant impliquées dans la préparation de ce crime, figure le défunt général Adolphe Nshimirimana, qui fut patron des renseignements burundais, le général Gervais Ndirakobucha, aujourd'hui président du Sénat, ainsi que le père Claudio Marano, directeur du centre Jeune Kamenge, et Guillaume Harushimana, employé dans la même institution. Le père Claudio Marano avait été convoqué au moins à 2 reprises par le parquet de Bujumbura en 2015 pour être entendu sur cette affaire. Guillaume Harushimana a quitté le Burundi sans avoir été convoqué même une fois. Les Burundais se souviennent de lui lors d'une manifestation devant le siège de la radio publique africaine à Bujumbura en janvier 2015, quand sa famille et lui étaient venus portant un cercueil et une croix exprimer leur douleur, estimant que la RPA, en révélant son implication dans ces meurtres, l'avait en quelque sorte enterré. Le général Nshimirimana est décédé sans jamais avoir été entendu par la justice, tandis que le général Ndirakobucha n'a à ce jour jamais été inquiété. En revanche, le journaliste Bob Rugurika a été arrêté en janvier 2015 pour avoir diffusé sur la radio RPA les conclusions de son enquête sur ces assassinats. Il a été libéré un mois plus tard sous la pression de la communauté internationale. Page économie à présent. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti CNDD-FDD, le carburant est progressivement devenu une denrée rare au Burundi. Au fil des années, les différents types de carburant ont commencé à disparaître dans plusieurs stations-service du pays, aggravant la pénurie. Cette situation a rapidement entraîné une hausse généralisée
régulariser les prix des denrées alimentaires ainsi que plusieurs autres produits, qu'ils soient importés ou produits localement, ont connu une augmentation inquiétante de leurs coûts. Les conséquences se font également sentir dans le secteur des transports. La pénurie persistante de carburant continue d'affecter diverses activités du pays et frappe particulièrement une population déjà confrontée à une pauvreté croissante et à l'insécurité alimentaire. Les problèmes que traverse actuellement le Burundi en matière de pénurie de carburant sont donc liés à un manque de volonté et d'intérêt pour le bien du pays, d'après Innocent Morodi. Ce dernier ajoute que même lorsque le Burundi faisait l'objet des sanctions de la part de certains pays, l'approvisionnement en carburant ne s'interrompait pas complètement. Il s'exprimait ce dimanche dans l'émission Ijambo Nigwawe. Le journaliste Innocent Morodi a comparé la période des sanctions internationales à la situation actuelle, estimant que les dirigeants d'aujourd'hui semblent moins préoccupés par la situation du pays, qui traverse selon lui une période plus difficile que celle de l'embargo. On l'écoute. On ne peut pas fermer toutes les frontières jusqu'à manquer un petit passage comme moyen de s'approvisionner en carburant s'il y a la volonté, la technologie et l'intelligence. À cette époque, certains membres du gouvernement étaient de la bonne volonté dans la gestion de la société et ils étaient déterminés à ne pas laisser le pays dans le chaos compte tenu de la situation. Ils savaient que le pays traversait une période difficile marquée par l'embargo et la guerre, mais ils ont fait de l'approvisionnement en carburant une priorité absolue. Sans carburant, même un agriculteur ne peut pas vendre sa récolte et l'économie s'effondrerait. Les autorités de l'époque l'ont compris et ont pris les décisions nécessaires. Je me souviens qu'il y avait un premier ministre très compétent, un président de la République qui connaissait bien la valeur du pays et de ministres compétents. Grâce à eux, le carburant n'a jamais manqué car il y croyait et l'achetait à un prix élevé, mais il était toujours disponible. C'est très différent des autorités actuelles qui semblent s'en désintéresser et vous constaterez que tout est négligé. Tout le monde voit bien l'embargo que nous subissons actuellement alors que nous avons imposé cet embargo nous-mêmes à cause des mauvaises politiques de nos dirigeants actuels. À l'époque, nous étions déjà sous embargo de la part des pays voisins et même de la communauté internationale. En comparant les dirigeants de l'époque avec ceux d'aujourd'hui, on constate un manque de volonté et de compétences chez ces derniers. Ils ont imposé un embargo au pays alors qu'il n'y en avait pas. Un autre invité de l'émission, Faustin Ndikoumana, directeur de l'organisation Parsem, appelle l'État burundais à mieux gérer les questions liées aux devises, affirmant que certaines personnes qui en retirent dans les banques les utilisent de manière frauduleuse sur les marchés internationaux. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikoumana. Tout d'abord, comme l'a dit mon collègue Innocent, à cette époque, il y avait un embargo et une guerre. Il s'agissait de produits que nous appelions stratégiques, que la Banque centrale du Burundi considérait comme essentiels à l'économie du pays. À cette époque, la Banque centrale ne gérait pas les importations comme elle le fait aujourd'hui. Les importations étaient gérées par les banques commerciales comme la BCB et l'Interbank. À l'époque, je travaillais dans ce département. J'étais responsable du service des affaires étrangères. La liste des produits stratégiques nous a été fournie par la Banque centrale du Burundi, BRB. Le carburant était la priorité absolue. À ce moment-là, il existait la ZEP, un stock stratégique permettant de tenir 2 ou 3 mois. Lorsque les devises étaient disponibles pour les importations, donc des commerçants ne pouvaient pas transporter des sacs remplis de dollars comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une honte pour un pays comme le Burundi. Pour les transferts d'argent, j'étais au service chargé d'analyser les documents des commerçants. Nous vérifiions leur conformité, nous contrôlions l'expédition et l'absence de la surfacturation. Nous vérifiions la concordance entre la facture et le produit, car toute discordance
était considéré comme une fraude. À cette époque, le pays était dirigé par des hommes à la vision et à la gestion orthodoxe. C'était différent d'aujourd'hui où l'on confie un marché à quelqu'un par téléphone. Contrairement à l'époque, le contrôle était strict. Même pour un ministre, les devises étrangères étaient reçues par un circuit officiel. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Le parti Sahwanya Frodebu demande au gouvernement burundais de libérer toutes les femmes innocemment détenues dans les prisons du pays et de tout mettre en œuvre pour faciliter le retour des femmes burundaises réfugiées à l'étranger. Dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, ce parti demande également que la sécurité, la dignité, la justice et la liberté soient garanties à chaque femme burundaise. Écoutons plutôt Sylvestre Vikolindagala, il est le porte-parole du parti Sahwanya Frodebu. Journée internationale de la femme, parti Sahwanya Frodebu aux côtés des femmes burundaises. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le parti Sahwanya Frodebu réaffirme son soutien indéfectible envers toutes les femmes du Burundi. Cette journée est l'occasion de reconnaître leur rôle essentiel dans la société, leur courage quotidien et leur contribution à la construction d'un Burundi uni, juste et prospère. Le parti Sahwanya Frodebu encourage activement l'égalité des chances, la protection des droits des femmes et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie nationale. Comme le thème national de cette année le stipule, le rôle de la femme dans la promotion des droits et de la justice pour tous. Au parti Sahwanya Frodebu, nous affirmons que le progrès du Burundi est indissociable de l'autonomisation des femmes et de la garantie de leurs droits fondamentaux. En ce jour, le parti Sahwanya Frodebu demande au gouvernement burundais de libérer toutes les femmes innocemment détenues actuellement dans toutes les prisons du pays et de faire tout son possible pour faciliter le retour de toutes les femmes burundaises réfugiées à l'étranger. Il est urgent de garantir à chaque femme burundaise sécurité, justice, dignité et liberté. En ce 8 mars 2026, le parti Sahwanya Frodebu exprime sa solidarité et son soutien à toutes les femmes et appelle à une mobilisation collective pour créer un environnement où chaque femme peut s'épanouir pleinement sans discrimination ni violence. La femme joue un rôle important dans les dysfonctionnements qui peuvent survenir au sein du foyer. C'est ce qu'a déclaré le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, ce 9 mars 2026 en province de Gitega, la capitale politique du pays. C'était lors des activités marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars. Le président Ndayishimiye a également indiqué que lorsque la femme se comporte convenablement au sein du ménage, le foyer est caractérisé par la paix et l'entente. Je propose d'écouter le président Évariste Ndayishimiye. Il est important d'analyser avec attention les nombreuses causes qui fragilisent aujourd'hui les familles, car plusieurs d'entre elles trouvent aussi leur origine dans le comportement de certaines femmes. De nos jours, il arrive que des femmes abandonnent leur foyer pour aller chercher d'autres hommes et non pas des jeunes célibataires. Si l'on veut protéger et préserver les familles, les femmes doivent être les premières à s'y engager. Lorsqu'une femme prend soin de son foyer et le protège, elle conserve naturellement l'affection et l'attachement de son mari. Mais si une femme néglige son rôle au sein du ménage, comment peut-elle espérer garder le cœur de son époux? C'est pourquoi il est essentiel que les femmes fassent des efforts pour protéger et consolider leur foyer. Aujourd'hui, on observe un phénomène inquiétant. Certaines femmes ne restent plus fidèles à leur foyer et cherchent des relations ailleurs. Cela constitue une menace pour la stabilité familiale. Par ailleurs, je voudrais également souligner qu'il ne faut pas se lancer dans des combats qui ne correspondent pas à notre réalité. Les discours sur l'exclusion des femmes ne correspondent pas à notre tradition burundi. Si l'on revient à notre histoire, la femme y occupait une place très importante, y compris dans les institutions du pays. Elle avait même le droit de participer au choix du roi, ce qui témoigne de la grande considération qui lui était accordée.
La femme burundaise était appelée le pilier du foyer. Les divisions et certaines formes de discrimination ont été introduites plus tard, notamment à l'époque coloniale. Il ne faut donc pas mener des luttes là où elles ne sont pas nécessaires. Au contraire, nous devrions nous inspirer de nos valeurs traditionnelles. Si nous retrouvons cet esprit, nos familles seront plus solides, les femmes seront plus fortes et chacun comprendra que l'égalité et le respect mutuel peuvent exister sans conflit. Il est vrai que certaines inégalités se sont également manifestées dans le domaine de l'éducation, hérité de l'époque coloniale. Cependant, aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que les filles sont nombreuses à l'école et qu'elles figurent souvent parmi les meilleurs élèves. Et au sein du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS, ces propos du président Ndayishimiye ont été vivement critiqués. Les membres de ce mouvement estiment qu'il s'agit de déclarations inquiétantes et inappropriées pour une autorité de ce niveau. Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice exécutive de ce mouvement, explique que ces propos masquent la réalité de la vie des ménages burundais où les femmes sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés. Écoutons Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice exécutive du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Ces propos sont assez préoccupants pour moi à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce qu'ils donnent une image très réductrice des réalités familiales. Dire que les femmes seraient à l'origine des problèmes dans les ménages revient à simplifier des situations qui sont souvent beaucoup plus complexes que ça. Les femmes ne sont pas le problème. Très souvent d'ailleurs, elles sont celles qui maintiennent les familles debout, celles qui maintiennent le pays debout, et ce malgré les difficultés, parfois même les violences qu'elles subissent dans les ménages. Ce discours qui blâme les femmes risque donc de renforcer les stéréotypes et de détourner l'attention des véritables défis auxquels la société fait face, et surtout la femme burundaise. Il y a la pauvreté, les violences et les inégalités qui sont des réalités bien présentes au Burundi et qui méritent, je dirais, une attention plus particulière de la part des autorités burundaises et surtout de la part du président de la République. Deuxièmement, c'est qu'il minimise non seulement les réalités vécues par les femmes, mais aussi la lutte pour les droits humains. Les droits des femmes ne sont pas un combat inutile, ce sont des droits fondamentaux reconnus au niveau national, mais aussi au niveau international, et qui sont essentiels pour construire une société plus juste, encore mieux, plus stable. C'est donc dommage qu'un chef d'État, que ses paroles donnent une façon de réduire la lutte. Et ce qui est à noter, c'est aussi que ces paroles ont un point. En tant que garant des droits et des libertés de tous les citoyens, il a aussi cette responsabilité de promouvoir l'égalité et la dignité des femmes. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la famille, dans l'économie et dans la cohésion sociale. Reconnaître leurs droits et soutenir leur participation n'est pas un combat inutile, c'est au contraire une condition pour le développement et la paix durable au Burundi. Le manque de connaissances et de confiance en soi dans la vie quotidienne, lié à l'environnement social dans lequel elles ont grandi, constitue l'un des nombreux obstacles qui empêchent les femmes d'atteindre l'épanouissement qu'elles souhaitent. Cela a été déclaré par Béni Ndayishimiye, sexologue et spécialiste des relations familiales, lors de son intervention à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars 2026 à Kigali, au Rwanda. Selon lui, certaines femmes aspirent à une vie facile, ce qui les empêche parfois d'oser entreprendre certaines activités. Suivez plutôt Béni Ndayishimiye. Bon, le plus grand défi des femmes, c'est qu'il y a cette mentalité-là qu'elle doit vivre de l'argent de son mari, ça c'est la première chose. Donc, ou de ses enfants qui ont développé avec la mentalité, c'est moi qui les ai élevés, c'est moi qui ai appris quoi. Donc, du coup, la première chose, c'est d'effacer. L'obstacle premier, c'est la mentalité de je vivrai de ce qu'on me donne. Tu vois, ça c'est vraiment un obstacle majeur au développement. Deux, ce que je pourrais dire, c'est que les femmes ne font pas de recherche sur les opportunités qui existent, sur ce qui peut se faire. J'ai toujours dit aux gens, tu ne seras pas une femme de valeur tant que tu ne deviens pas une valeur en toi-même. Donc, il faut que tu apprennes à être une valeur ajoutée en toi-même, dans ce sens-là. Ça, c'est l'obstacle qui est là. Et puis, une dernière chose que je peux ajouter comme obstacle, c'est le fait de chercher une richesse à partir de la vie facile. Donc, ils ne veulent pas affronter les défis, ils ne veulent pas affronter les challenges, donc pour se développer. Donc, ils veulent une richesse par la belle vie.
Or, on ne peut pas avoir la belle vie sans passer par la souffrance et le combat. Voilà les 3 obstacles que je peux dire sur notre culture qui bloquent les femmes à devenir un peu des entrepreneurs. Page éducation à présent, des rapatriés en provenance de la Tanzanie, installés dans la commune de Nyanza, en province de Virunga, lancent un appel à l'aide concernant leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Dans les établissements, ils ont tenté de les inscrire. Les responsables leur ont indiqué qu'il n'y avait plus de place disponible. Ces parents craignent que cette situation n'ait des conséquences négatives sur l'avenir de leurs enfants, d'autant plus que ces derniers avaient déjà passé beaucoup de temps sans aller à l'école lorsqu'ils se trouvaient encore en Tanzanie. Dinkarondo nous fait le point. Là où le RPA a pu passer dans la commune de Nyanza, nous avons constaté que les rapatriés font face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à la scolarisation de leurs enfants. En effet, certains enfants n'ont toujours pas pu être accueillis dans les écoles depuis leur retour au pays. Raconte notre source. Ici à Nyanza, la situation est très difficile et les problèmes sont nombreux. Dans toutes les écoles où nous nous rendons pour inscrire nos enfants, on nous répond qu'il n'y a plus de place et qu'il faut aller chercher ailleurs. Mais partout où nous allons, la réponse reste la même, aucune place disponible. Pourtant, lors de notre rapatriement, on nous avait assuré que nos enfants seront accueillis dans les écoles une fois de retour au pays. Selon toujours notre source, les parents se disent très inquiets pour l'avenir de leurs enfants qui restent sans étudier. Une autre préoccupation soulevée par ces parents est que même les rares enfants qui parviennent à obtenir une place à l'école sont parfois victimes de discrimination. Certains élèves sont pointés du doigt et attribués des surnoms. Nos enfants risquent de se retrouver livrés à eux-mêmes. Certains vont finir dans la rue ou errer dans les centres urbains. Nous nous interrogeons sur leur avenir scolaire. Si l'on nous dit que les écoles sont déjà pleines pour cette année, alors quand est-ce qu'ils pourront enfin étudier? En Tanzanie, nos enfants avaient déjà été contraints d'abandonner l'école lorsque les établissements ont été fermés et laissés sans occupation. Aujourd'hui, on risque de revivre la même situation au Burundi. Également, nous sommes rentrés au pays sans moyens suffisants. Nous sommes incapables d'acheter des uniformes scolaires. Lorsque certains enfants parviennent à obtenir une place à l'école, ils sont souvent stigmatisés, pointés du doigt et qualifiés de Nyarugusu ou d'Onduta, des termes utilisés pour se moquer d'eux et les critiquer. Après avoir partagé ces difficultés avec certains représentants des organisations internationales qui suivent leur situation, ces parents lancent un appel à toute personne de bonne volonté afin de soutenir leurs enfants. Ils demandent également que les élèves qui ont réussi à être inscrits à l'école ne soient pas renvoyés simplement parce qu'ils n'ont pas d'uniforme scolaire. Nous avons également soulevé ces préoccupations auprès des représentants des Nations Unies et d'autres organisations qui assurent le suivi de notre situation. Ils viennent régulièrement organiser des réunions avec nous, mais jusqu'à présent, nous avons l'impression qu'aucune solution concrète n'a encore été trouvée. Rappelons que ces Burundais qui s'étaient réfugiés en Tanzanie ont commencé à être rapatriés vers leur pays depuis la fin de l'année 2025. Et réagissant sur cette situation de ces rapatriés installés dans la commune de Nyanza, Eulaline Widi, ancienne présidente du syndicat des enseignants, dit que cela démontre que les opérations de rapatriement sont mal préparées. Selon elle, l'État burundais devrait mettre en place des mécanismes permettant d'intégrer des enfants rapatriés au même niveau que ceux déjà scolarisés dans le pays. Les élèves rapatriés de Tanzanie éprouvent des difficultés à se réintégrer au niveau des écoles du Burundi. C'est un problème qui est déjà connu par les autorités burundaises de par l'histoire, par le passé. C'est simple, le système éducatif tanzanien est différent du système éducatif burundais. Déjà au niveau de la langue d'apprentissage, mais aussi au niveau de l'évolution du programme. Et les enfants qui rentrent de Tanzanie arrivent au Burundi sans que le gouvernement du Burundi se soit
soit préparé. Même si le gouvernement du Burundi dit qu'il est prêt à accueillir les réfugiés, le chapitre de l'intégration scolaire des élèves est oublié. Ils ont donc des difficultés. La conséquence, c'est l'abandon scolaire, c'est la délinquance et c'est l'avenir de ces enfants qui est gaspillé. Ils devaient mettre en place un programme de mise à niveau comme celui qui avait existé les années 2000-2005. Il y avait un programme qu'on appelait Bridge, lequel programme permettait une mise à niveau et des enseignants, mais aussi une mise à niveau de ces enfants au niveau linguistique, qui permettait d'évaluer le niveau, l'équivalence du niveau d'études de ces enfants. Là, j'interpelle le gouvernement du Burundi à mettre en place un programme d'accueil, un programme de mise à niveau. J'interpelle le gouvernement du Burundi pour qu'il cherche des appuis, qu'il mobilise des fonds au niveau de son budget. J'interpelle les organisations de défense des droits de l'enfant pour qu'ils plaident en faveur de ce programme de mise à niveau. J'interpelle aussi les organisations de défense des droits des rapatriés afin qu'ils puissent plaider pour que ces enfants ne perdent pas leur niveau, pour qu'ils ne manquent pas de place pour étudier, mais aussi pour que ces enfants ne soient pas condamnés à l'abandon scolaire. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 10 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Éloge Divin Remechap. Je vous souhaite une excellente soirée.